Voilà, bonjour à tous. Je vous propose donc de commencer cette conférence, comprendre et analyser l'essor des camions zéro émission en Europe du Nord. Nous souhaitions justement faire un focus sur l'Europe du Nord où la culture environnementale apparaît plus forte et où l'engagement politique pour atteindre la neutralité carbone semble aussi plus important que chez nous. On va voir, donc on va faire disons un bilan dans un instant, un constat. Et puis les grandes entreprises et les chaînes logistiques exigent des solutions de transport durable pour réduire leur empreinte carbone et répondre aux attentes des consommateurs et des régulateurs. Au cours de cette conférence, nous nous intéresserons donc à quelques exemples concrets d'entreprises et de villes qui ont adopté sans difficulté les véhicules zéro émission, donc principalement des utilitaires et des poids lourds. Et nous allons essayer de mieux comprendre comment est abordée la transition énergétique dans les transports et surtout de voir si cette implication dans la transition énergétique se confirme, comme je le disais. Alors pour nous en parler aujourd'hui, nous avons Katharina Kiss, qui est directrice du développement durable à Scania Suède. Bonjour Katharina, merci en tout cas d'être venue. On aura également Gilles Boster, qui est directeur marketing, communication et affaires publiques chez Scania France. On aura également Alexandre Elibert, porte-parole et responsable région sud chez Mylance. Et Eric Mel, responsable du développement commercial et des ventes en Europe du Sud et en Amérique du Nord chez Resato. On va commencer donc avec vous, Katharina. Alors bonjour tout d'abord, et puis expliquez-nous un petit peu, je parlais de cette, on va dire, cette habitude environnementale en Europe du Nord, à travers justement les entreprises de transport, l'acquisition de véhicules zéro émission. Comment ça se passe en Suède? Oui, ça marche? Ça marche. Oui. Bonjour et merci de m'avoir invité. Je pense que la côté environnemental en Suède, j'imagine que c'est assez pareil en France, que les gens aiment la nature, veulent qu'il y a toujours la neige dans les montagnes, et qu'on peut se baigner dans l'eau et tout ça. Mais ce qu'on a, je pense que peut-être une raison, c'est que on a une décision gouvernementale qu'on veut vraiment électrifier les transports. On veut, comme pays, atterrir nos objectifs européens de réduire les émissions. Et en Suède, en fait, un tiers des émissions viennent des transports domestiques. Vous dire, il y a une volonté déjà donc, de la population, mais une volonté également, on va dire, des autorités gouvernementales, politiques. Oui. Et c'est assez bien dit qu'il faut, on va vers une électrification des transports. Et en même temps, on a aussi, depuis 2024, baissé les prix de diesel. Donc ça fait quand même que pour ces braves clients des nôtres qui ont voulu passer à l'électrification et qui ont voulu vraiment faire ce qu'ils peuvent pour réduire les émissions, ça devient assez cher parce que même si le coût en soi-même, c'est pareil, tout dans cette industrie, c'est comparé au prix le plus bas. Mais est-ce qu'on vend plus de camions, on va dire, zéro émission en Europe du Nord, en Suède par exemple? C'est une contre-vérité. Enfin, on vend plus que dans l'Europe du Sud, mais moins. L'immatriculation en 2025 jusqu'à octobre, dans ce cas, c'est dans les camions plus que 16 tonnes, c'est 7% qui sont électriques. Et c'est beaucoup plus, je sais que c'est beaucoup plus que peut-être par exemple en France ou en Espagne, mais nous, on n'est pas du tout contents. On voulait être à 10-12%. Je pense que... Et nous, on pensait que c'était plus. Mais du coup, 7% pour vous, c'est déjà beaucoup. C'est ça. Vous me disiez en préparant cette conférence justement qu'il y a eu des clients courageux justement, un peu comme en France aussi du coup alors, pour acquérir des camions zéro émission. Oui, moi j'ai été dans certaines conférences où il y a des clients des nôtres qui parlent et ça me frappe toujours le courage qu'ils ont et la progressivité dans l'industrie des transporteurs. On voit, quand on le voit de l'extérieur, on croit peut-être que ouais, c'est que des vieils hommes et c'est vraiment une industrie qui est en retard, mais c'est pas du tout le cas. Je suis surprise à chaque fois la volonté de changer, la volonté de pousser les limites pour réduire les émissions, d'essayer des trucs nouveaux, mais c'est vraiment fantastique. Ça s'est vu peut-être surtout
dans des projets de recherche où on a fait des grandes démonstrations de systèmes. Il y a Scania, Volvo, des clients, des universités qui font toute la recherche, qui mettent des bornes de recharge, des camions qui essayent de plus en plus. On essaye tout le temps de franchir les limites. On a même mis en marche un camion électrique qui pèse en total 94 tonnes, qui est 33 mètres de longueur. Et on essaye toujours. Alors, vous parliez de clients courageux, donc les patrons, les transporteurs qui achètent les camions. Et vous me disiez également qu'il y avait les conducteurs qui acceptaient justement cette transition énergétique. Oui, non, mais ça a peut-être même été une surprise pour nous parce qu'on a développé les camions électriques pour diminuer les émissions, pour décarboniser les transports. Mais la grande surprise, peut-être pour nous, mais aussi pour nos clients, c'est que les chauffeurs adorent ces camions. C'est silencieux, on rentre du travail, on est moins fatigué que normalement. Et on a certains clients qui disent, oui, quand on achète un camion électrique, on y met toujours le chauffeur qui veut ça le moins, qui est le plus contre l'électrification. Parce que si on arrive à convaincre cela, ça va passer dans toute l'organisation, ça va être plus facile. Et presque chaque fois que je rencontre un chauffeur qui conduise un camion électrique, ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas retourner au diesel. Alors en France, dans les villes, on a plutôt tendance à interdire les camions, à freiner leur entrée. Quand j'étais par exemple en Suède, j'ai vu dans les villes, on accepte le camion, c'est-à-dire que c'est un tout, c'est une chaîne logistique et on met le camion, on peut mettre le vélo cargo au dernier kilomètre, dernier mètre d'ailleurs. Camion ou pas camion, il n'y a pas d'interdiction réelle vraiment de... Il y a certaines restrictions, je crois, que sur la longueur dans les villes, mais nous, chez Scania, on aimerait bien avoir des zones d'émissions faibles dans plusieurs villes comme ça, et on a réussi à avoir parfois des camions zéro émission qui sont plus silencieux, qui peuvent faire une livraison peut-être plus tard, quand normalement les camions n'ont pas le droit de rentrer dans la ville. Et ça peut tout faire pour le transporteur, parce que ça peut faire qu'il peut faire plusieurs kilomètres pendant une journée, donc ça aide la rentabilité, parce que le camion électrique, c'est beaucoup plus cher quand on l'achète, mais c'est beaucoup moins marché quand on roule. Et en Suède, comme en France, je pense que l'électricité dans le grid, c'est très vert déjà. Donc, Un mot sur les aides également, l'aide au financement de l'acquisition. Comment ça se passe en Suède ? Je pense que peut-être Mylens va le dire avant, mais on a commencé très tôt avec des aides pour construire les stations de recharge. Au début, dans certaines places, on pouvait avoir presque 80% de l'investissement. Maintenant, c'est plutôt entre 20 et 50. Non, c'était juste... Ouais, allez-y. Continuez sur les aides, donc les aides en Suède pour l'acquisition de camions. Ensuite, quand on achète ou on fait un leasing d'un véhicule zéro émission, on peut avoir une aide de... C'est un peu il faut faire le calcul. On peut recevoir le nombre qui est le plus bas, c'est soit 25% du coût du camion entier avec aussi le carrosserie, ou un pourcentage de la différence entre un camion conventionnel et le camion zéro émission. Et ça dépend du taille de l'entreprise. Donc, si on est une petite entreprise, on peut avoir jusqu'à 60% de la différence des camions. 60%. Oui. Ou bien, si on est une grande entreprise, c'est 30%, ou si on est une entreprise moyenne, c'est 50%. On fait ces calculs et on prend le support qui est le moins. Donc, je pense qu'il y a presque personne qui a reçu 60% de la différence. Mais ça peut aller jusqu'à 60%. Oui, mais les petites entreprises reçoivent normalement 25% du coût. Et l'aide moyenne pour quelqu'un qui achète un véhicule électrique, c'est 75 000 €, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Gilles, alors, c'est une fausse idée de dire qu'on vend plus de camions, enfin en tout cas de camions zéro émission en Europe du Nord ? Alors après, ça dépend où tu mets le curseur. Parce que c'est vrai que quand on regarde depuis 2023, 2024 et premier semestre 2025, en France, on est passé de
1,3% des immatriculations, 1,5%. Premier semestre, là, on est à 2,1%. À peu près partout en Europe, ça monte. Alors, il y a deux pays, évidemment, qui tirent ça vers le haut. C'est la Suède et la Norvège, avec respectivement 7 et 8% des immatriculations. Il y a la Finlande. La Finlande, elle passe aussi, mais c'est quelques kilomètres de la Suède, mais la Finlande, elle passe de 1,1. Elle progresse, mais relativement lentement. Il y a un autre pays qui est intéressant de voir, et je rejoins ce que disait Katharina tout à l'heure, c'est le Danemark. Le Danemark, ils sont passés de 6%, et tout d'un coup, ils régressent à ce niveau-là. Je crois que le premier semestre, ils sont à peu près 2% des IMAT. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a des aides qui ont été données. La mairie de Copenhague a acheté en masse des bennes à ordures ménagères électriques. Les aides s'arrêtent, elles vont reprendre. Les aides s'arrêtent tout de suite, les immatriculations chutent. Donc en fait, ce marché du véhicule électrique, et notamment dans la distribution et dans les villes, est très sensible aux aides que les gouvernements peuvent apporter. Il y a un pays qui est intéressant de regarder, c'est la Hollande aussi, parce que la Hollande, elle progresse, et elle progresse assez vite. Aujourd'hui, à fin octobre, fin du premier semestre 2025, ils sont à 6,3%. Donc c'est vraiment, il y a des aides qui sont là. Il y a aussi une conception de la chose. On pourra y revenir tout à l'heure, mais c'est vrai que l'approche du véhicule électrique est probablement différente dans les pays d'Europe du Nord, en France. En Europe du Nord, on ne va pas passer à l'électrique parce qu'il faut passer à l'électrique. On va voir mon chargeur, celui pour lequel je transporte, est-ce qu'il est sensible au fait que je transporte à zéro carbone, et à ce moment-là, je vais aller lui proposer un véhicule. Et ce que me disait Katharina tout à l'heure, c'est que un client qu'on a... Alors, Katharina parlait de ce client qui transporte là, des copeaux de bois pour Stora Enso. C'est 33,50 m de long, 94 tonnes, vous imaginez, avec un BEV. Aujourd'hui, on est limité à 74 tonnes en Europe. Mais bon, voilà, c'est ce qui se passe. Ils ont des dérogations. Lui, ce qu'il a dit, c'est, ce transporteur, c'est je vais aller sur du transport lourd parce que c'est là que je peux proposer la meilleure valeur ajoutée pour mon client. Mais en même temps, je vais voir avec mon client, lui disant, voilà, c'est X% plus cher. Je te garantis que je transporte tout à fait vert, c'est-à-dire en électrique et en électrique décarboné. Par contre, on signe un contrat sur une certaine période. On n'indexe pas le prix de l'électrique sur le prix du diesel. Aujourd'hui, le prix du diesel, en Suède, c'est probablement un des plus faibles en Europe. Et il dit, on décorrèle les deux. À cette condition-là, j'investis dans des camions, j'investis dans toute une structure de recharge et je fais du transport direct électrique. Alors Gilles, vous connaissez bien la France et la Suède, hein, donc apparemment, on vend différemment les camions justement aux entreprises de transport entre la France et la Suède. L'approche commerciale est différente ? Oui, je pense que l'approche commerciale est différente. Il y a des directives qui vont être mises en place. Les entreprises, avec notamment le CSRD, vont devoir être très transparentes sur la manière dont elles décarbonent. D'abord, leur état d'impact carbone, la manière dont elles vont décarboner, et il va falloir qu'elles se fassent auditer soit par un commissaire aux comptes, soit par un cabinet indépendant qui va certifier ce qu'elles disent. Puis ensuite, il y a une deuxième étape qui va arriver avec les ETS2 en 2028. Et là, on va dire aux fournisseurs d'énergie fossile, il va falloir que maintenant vous payiez, et on s'attend à une hausse du prix du gasoil aux alentours, ça se discute encore, mais à peu près 0,10 à 0,12 centimes de plus par litre. Tout ça, ça va relativiser les différents coûts des solutions alternatives. Mais je pense que ce qui est important, c'est que tout le monde prenne conscience que dans toute la chaîne, il est absolument nécessaire de décarboner. On devrait, pour tenir, on le sait avec la COP 30 de Belém, on sait qu'on ne tiendra pas les objectifs de 1,5 degré de plus qui ont été déclarés à la COP 21 à Paris en 2016. On ne les tiendra pas. Aujourd'hui, il faudrait décarboner à peu près de 3% par an au niveau du monde, et on est en train d'augmenter de 6%. La marche est énorme et on n'est pas sur la bonne trajectoire.
Donc, on a les outils aujourd'hui pour décarboner à 90%. On sait faire. Il faut des accompagnements à la fois financiers et des accompagnements aussi de la part des chargeurs. Katharina, vous voulez compléter, non, peut-être? Ouais, c'était en fait sur la différence entre les ventes en Suède et en France. Mais parce qu'en Suède, 85% des camions vendus sont vendus avec un carrosserie. Je pense que c'est pas. En France, il y a plus de tracteurs. On a quasiment que des porteurs. Ça se voit aussi si jamais vous conduisez en Suède, vous pouvez regarder les camions. Alors parlons maintenant des infrastructures, c'est important. On dit bien qu'il n'y aura pas de transition énergétique, en tout cas d'acquisition de véhicules zéro émission sans infrastructure. Alexandre Delibert, donc vous êtes de chez Maliance. On va rappeler, c'est donc une co-entreprise Daimler Trucks, le groupe Traton et le groupe Volvo. Et bien sûr, vous commencez à mettre en place tout un réseau, en tout cas, de stations de recharge électrique à travers l'Europe, nord et sud aussi. Les deux régions? Tout à fait, donc on est une co-entreprise mais on est indépendant, donc on est ouvert à toutes les marques, c'est quand même. On a effectivement cette mission de mettre en place l'infrastructure, donc on construit à la fois en Europe du Nord, en Europe du Sud. On n'a pas plus de difficultés à construire en Europe du Nord en Europe du Sud qu'en Europe du Nord, c'est même plutôt le contraire. Mais la réalité, c'est qu'il y a plus de camions quand même en Europe du Nord et qui ont, en tout cas moi, des chiffres que je vois, qui chargent beaucoup plus également sur la recharge en itinérance. Donc on a également des camions qui font beaucoup de kilomètres. Donc il y a une approche différente entre le sud et le nord, alors. Complètement, c'est-à-dire que là dans le sud, on est dans une approche qui encore au début de l'année était une approche très test. On avait des transporteurs qui avaient notamment des véhicules d'essai qui voyaient comment ils pouvaient charger en itinérant, charger au dépôt. On était dans une logique qui était moins opérationnelle. On rentre dedans en Europe du Sud. En Europe du Nord, on est déjà dans cette logique depuis un petit moment. Il y a quand même quelques mois d'avance, une bonne année d'avance, sur l'Europe du Nord. Après, il y a aussi une réalité qui est géographique. En Europe du Nord, vous avez quand même des distances entre les nœuds logistiques qui sont un peu moins élevées qu'en Europe du Sud. Donc je pense que c'est aussi plus abordable en termes de technologie. Et la situation géographique était plus facilement couvrable avec les autonomies qu'on avait encore un an. C'est vrai que là, en Europe du Sud, avec les nouvelles autonomies qu'on a, on arrive également sur une réalité opérationnelle. On peut maintenant, vous pouvez en tant que constructeur, répondre réellement aux besoins des clients. Au-delà de ça, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a une demande qui est un peu particulière dans le nord du pays. On a ouvert notamment nos premiers chargeurs MCS, donc avec des puissances réellement rapides. Ce qui est un peu différent dans le véhicule léger, dans le véhicule lourd. Donc on parle de chargeurs de 1,44 MW qui permettent de charger des gros camions avec 500-600 km d'autonomie en 40 minutes à peu près. Donc on les a ouverts, on a fait le choix pour l'instant de les ouvrir dans l'Europe du Nord parce qu'on sait que c'est là qu'on va avoir des camions qui vont réellement faire de la distance et pouvoir bénéficier de cette infrastructure-là. Il y a également une initiative à l'échelle européenne qui s'appelle la Clean Transport Corridor Initiative, qui est portée par la Commission, signée par les pays. Parmi les pays signataires, vous verrez qu'on n'a pas la France, on n'a pas l'Espagne. On a par contre les pays d'Europe du Nord. Donc ça montre également cette volonté politique. Qui est portée notamment par les aides publiques. On a eu quand même un sujet en France avec les aides publiques qui était particulièrement complexe. On a eu des programmes C2E qui avaient l'intérêt quand même d'être intéressants en termes de montant. On est rarement monté à 75 000 € par camion. Mais on avait quand même des montants intéressants, mais beaucoup de reporting. C'est-à-dire qu'en fait, pour une société de transport, on ne peut pas avoir un emploi temps plein. Vu les marges à 1% en France, on ne peut pas avoir un emploi temps plein qui fait du reporting sur combien de kilomètres ont été faits, combien on a économisé d'énergie, c'est pas possible. Donc on a simplifié les choses, notamment avec l'aide des constructeurs. Donc il y a la SIAM qui a fait un gros travail d'éducation des décisionnaires publics. Maintenant, on a des fiches C2E, donc le marché commence à comprendre comment fonctionnent les fiches et on commence à le voir notamment dans les carnets de commandes et on va le voir donc dans les véhicules mis à disposition. En Europe du Sud, en Europe du Nord, de ce que j'ai compris, c'était quand même plus simplifié. Je suis désolé, je vois pas grand-chose. On a chance d'avoir du soleil. Les aides étaient quand même relativement plus simples à obtenir d'un point de vue administratif. On peut rappeler rapidement l'offre également. Vous proposez des hubs complets, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, on a une offre on fait des hubs qui sont entièrement sécurisés, donc entièrement fermés. L'idée, c'est de protéger le chauffeur, le camion, sa marchandise.
On avait jusqu'à hier un prix européen, avant-hier, un prix européen. On a changé d'approche pour refléter en fait les coûts réels de déploiement sur le marché, les coûts de l'énergie. On a notamment baissé les prix en Europe du Sud parce qu'on a des coûts de raccordement qui sont moins élevés en Europe du Nord. On a également des coûts de l'énergie qui sont plus intéressants. Mais pour l'instant, je continue à avoir plus d'utilisation en Europe du Nord qu'en Europe du Sud. Est-ce que vous pouvez revenir plus dans le détail concernant, alors, c'est donc un exemple d'installation, c'est aux Pays-Bas, c'est à Venlo je crois, c'est une grosse batterie stationnaire de 2 MW nécessaire donc pour au minimum, pour tout ce qui est transport lourd, c'est ce que vous appelez un BESS, c'est ça? Exactement. En fait, on a des contraintes différentes quand on déploie un hub en Europe du Nord, en Europe du Sud. En Europe du Nord, souvent, on a des réseaux électriques qui sont saturés complètement. Sauf que nous, quand on ouvre une station, on est à minimum à 2 MW. On peut monter autour d'une vingtaine de mégawatts, ce qui commence à être assez gros, ça correspond à une ville de taille moyenne. Quand on ouvre un hub de 2 MW en France ou en Espagne, je fais ma demande de raccordement, j'ai mon raccordement dans les mois qui suivent et je peux ouvrir. Dans les pays d'Europe du Nord, souvent on a quand même des réseaux qui ne permettent pas de répondre à cette demande et donc on va mettre sur le site des batteries. On va recharger pendant les périodes plus creuses de la demande et comme ça on peut répondre aux pics de demande en réinjectant l'énergie de ces batteries dans les camions. Alors vous me disiez en préparant la conférence, pour la fourniture d'électricité, c'était un peu plus facile en Europe du Sud, notamment avec l'éolien, qu'en Europe du Nord. Alors, effectivement, on a des projets où on pourra potentiellement se brancher directement sur de l'énergie renouvelable, mais pour l'instant, on ne communique pas encore dessus. Ah pardon, donc c'est un projet alors, d'accord. Et concernant les corridors, on voit que de plus en plus il y a des stations de recharge électrique sous forme de corridors à travers l'Europe. Il y a un projet, je crois que c'est MCS également, de Anvers jusqu'à Stockholm, c'est ça? Exactement, et en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a l'Europe du Nord. C'est là qu'on voit qu'on va avoir une demande. À terme, les corridors MCS et autres, ils seront dans toute l'Europe. On a vocation quand même à servir tous les transporteurs pour tous les flux nord-sud, est-ouest. Mais pour l'instant, effectivement, on se concentre sur l'Europe du Nord. Éric Mel, donc bonjour. Alors, on va parler un peu d'hydrogène, on parlait d'électricité. On a beaucoup parlé d'hydrogène, électricité hier, ici, notamment lors des conférences sur Solutrans. On va rappeler ce que fait Resato Hydrogène et on va parler également d'Europe du Nord, puisque vous êtes implanté en Suède, en Estonie, Islande et Allemagne, je crois. Vous faites du refueling station d'hydrogène poids lourd, hein, c'est ça, Resato? Oui, c'est ça. Donc, bonjour Hervé, merci pour cette invitation, premièrement. Donc, Resato est un fabricant néerlandais de stations d'avitaillement en hydrogène. Nous sommes sur le marché depuis 35 ans déjà, donc nous sommes un des dinosaures du marché hydrogène. Nous fabriquons tous nos composants. Nous fabriquons les compresseurs, les dispensers, les unités de refroidissement, tous les composants qui sont clés aux stations d'avitaillement. Nous sommes issus de la très haute pression, donc pression jusqu'à 4000 bars pour des applications à gaz, 10 000 bars pour des applications liquides. Nous faisions des bandes de test pour différents types d'industries. En 2015, un entrepreneur néerlandais est venu nous voir. Il avait acheté une des premières Nexo qui était sur le marché européen. Il nous a demandé de faire une station d'avitaillement pour pouvoir ravitailler sa voiture. Nous avons décidé de prendre un de nos compresseurs et de le transformer pour une application hydrogène, ce qui nous a lancé sur le marché de l'hydrogène pour la mobilité. Nous avons déployé notre première station d'avitaillement à La Haye, dans les Pays-Bas, dans les années 2019, une station 500 kg/jour, était déjà là pour alimenter des véhicules, une flotte de taxis, de 50 taxis, qui était à l'époque déjà une des plus grosses flottes de taxis en Europe. Et depuis, nous avons continué ce déploiement avec maintenant environ 70 stations dans les 4 coins de l'Europe, donc du nord de la Suède au sud de la France. Et je pense que ce qui nous définit, donc, c'est que nous sommes une société d'ingénieurs. Nous avons aujourd'hui 180 collaborateurs avec 50 personnes qui sont dédiées pour la recherche et le développement. Nous sommes fabricants, donc nous sommes fabricants des équipements, nous ne sommes pas intégrateurs, nous avons nos propres compresseurs, nos propres équipements, ce qui assure la qualité des équipements et la pérennité de l'accompagnement de ces équipements dans la durée.
Et nous mettons aussi le développement durable au cœur de toutes nos décisions stratégiques, que ce soit dans l'empreinte carbone des produits que nous développons, que ce soit des énergies que nous utilisons dans notre usine, ou même de la manière des moyens de transport que nous utilisons. Voilà en tout Resato. Donc station hydrogène pour mobilité lourde, donc poids lourd. Il y a pour l'instant, on va dire, un parc plutôt discret de camions hydrogène à travers l'Europe. En Allemagne, un peu plus en Europe du Nord. Vous avez combien de stations pour l'instant hydrogène poids lourd en développement? Donc en fait, savoir que les stations aujourd'hui, ce sont des stations qui servent et la mobilité lourde et la mobilité légère. Aujourd'hui, un programme comme l'AFIR, qui est un programme européen en fait, qui définit que pour la mobilité lourde, il doit y avoir des stations tous les 200 km. Pour l'électrique et l'hydrogène. Pour l'électrique et l'hydrogène, tous les 200, surtout pour l'hydrogène en tout cas, tous les 200 km pour pouvoir établir donc un réseau qui permette à la mobilité lourde et aux transporteurs de pouvoir venir recharger le long de corridors européens. Donc nous avons commencé, on voit que certains États donc, ont commencé par le déploiement d'infrastructures, parce que sans infrastructure, il n'y a pas de camion. On dirait que sans camion, il n'y a pas d'infrastructure non plus. Nous avons commencé par l'infrastructure avec des projets d'incentives européens pour le déploiement de stations. Et nous avons vu, on dirait que l'Europe du Nord s'est déployée plus tôt. Alors également pour certaines nécessités, on parlait de réseau et de saturation de réseau. Donc la partie hydrogène a pris le devant assez plus rapidement que dans les pays d'Europe du Sud, avec le déploiement de certaines stations. Donc aujourd'hui, on a 19 stations en Hollande, à peu près une centaine de stations en Allemagne, global, pas que Resato, des stations en Suède et dans d'autres parties de l'Europe du Nord. Et vous me disiez en préparant la conférence que c'était un peu plus facile côté installation pour une station de hydrogène, mobilité lourde en Europe du Nord que dans d'autres pays, notamment par rapport au génie civil, c'est ça? Oui, alors en France, il y a par exemple certaines restrictions par rapport à la quantité d'hydrogène que vous pouvez avoir sur site. On peut avoir aujourd'hui 1 tonne d'hydrogène sur site, qui peut ne pas être suffisant pour alimenter des véhicules lourds. Donc un impact réglementaire ou certaines barrières réglementaires qui n'existent pas dans d'autres pays. Au niveau des installations, entre autres de la réglementation sur certaines installations, oui, plus d'impact sur les facilités d'installation en Europe du Nord qu'en Europe du Sud. Alors même si vous êtes plus responsable aujourd'hui, je crois, de l'Europe du Sud, vous avez été d'abord responsable Europe du Nord. Revenons sur la Suède que vous connaissez. Vous dites qu'il y a une différence par rapport à la France, à d'autres pays européens, par rapport à l'écosystème et également, on en parlait tout à l'heure, au processus de financement qui est un peu plus complet, c'est ça? Alors la Suède, oui. D'autres pays d'Europe du Nord également. On pourra parler de la Hollande notamment. Ce qui s'est passé en Suède, c'est qu'il y a eu également en Allemagne dans les premières années, il y a eu un effort conséquent de subvention d'infrastructures. Donc l'Allemagne a développé très rapidement 80 stations dans un réseau qui s'appelle H2 Mobility. Et la Suède aussi a un programme de subvention très important, à hauteur d'entre 80% des coûts de la station ont été subventionnés pour pouvoir mettre en place ces stations afin que la mobilité se développe, afin que le camion arrive. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que l'infrastructure était là, et d'ailleurs on en parlait un peu plus récemment. L'infrastructure était là, mais ce qui manquait, c'est une certaine coordination, bien sûr, entre les différents acteurs. Donc vous aviez l'infrastructure, à savoir que le développement d'une technologie, quand on est fabricant de camions, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce sont d'énormes sommes qui sont mises en cause. Donc il y a vraiment besoin d'un accord et d'une coordination pour le développement de toute la filière. Ce qu'on voit par exemple en Hollande, et qui est un des succès vraiment sur l'Europe du Sud, sur l'Europe du Nord, c'est que la Hollande a donc décidé, donc toujours avec un push politique, a décidé de coordonner des allocations de subventions en allouant une partie des subventions aux développeurs de la station, donc à peu près 40% des coûts sont subventionnés du développement de la station. 80% des coûts de la différence entre un véhicule thermique et un véhicule hydrogène sont également subventionnés. Les deux parties doivent aller ensemble déposer un dépôt de subvention.
ce qui leur, avec certaines contraintes, soit, et ce qui leur permet justement de développer et les stations et les véhicules. Alors vous me disiez également qu'il y avait les fabricants se sont engagés à un protocole d'accord unique de remplissage, hein, c'est ça. C'est-à-dire que le but c'est d'avoir une harmonisation par rapport aux différents pays, également, on le disait, de fabricants de H2, donc d'hydrogène. Oui, donc l'Europe, afin de pouvoir, en tant que n'importe quel fabricant, afin de pouvoir se déployer sur n'importe quelle technologie, il faut qu'on puisse avoir des économies d'échelle. Afin d'obtenir ces économies d'échelle, il faut qu'on puisse vendre le même produit dans tous les pays. Et afin de pouvoir faire cela, il faut qu'il y ait une harmonisation au niveau des protocoles, certains protocoles, au niveau de certaines caractéristiques techniques des équipements. Ce qui s'est fait donc, par la SAE, qui est donc Society of Automobile Engineers, c'est que nous avons créé un protocole spécifique de remplissage des véhicules. Et comme ça, un exploitant de station sait qu'indépendamment du véhicule qui passera par sa station, il pourra remplir ce véhicule sans aucun problème. Et ça a beaucoup aidé. Katharina, alors si on devait conclure, résumer, il n'y a pas trop de différence à part les aides, également une volonté politique concernant les véhicules, les camions zéro émission entre la Suède et la France ou d'autres pays. Non, justement, j'en pensais quand j'ai écouté Eric que peut-être vous qui écoutez pensez que oui, bon, mais ça c'est l'Europe du Nord, ça ne marcherait jamais ici. Mais je pense vraiment, parce que la plupart des transports en France sont aussi domestiques, donc avec un peu d'engagement politique et qu'il y ait un peu d'aide pour faire un réseau de recherche. Et puis, je pense que beaucoup de courage des transporteurs, et ça, je suis sûre qu'il y en a déjà. Je suis certaine qu'on peut voir un peu la même chose. Certes, une chose qui nous aide peut-être en Suède, c'est qu'on a quand même deux grands constructeurs qui viennent de notre pays. Scania, Volvo partagent à peu près 90% du marché. Donc, je pense que le gouvernement en Suède, quand il y a deux marques qui disent la même chose, ils sont un peu plus prêts à nous écouter. Gilles, un mot de conclusion, si on devait résumer, je disais les différences. Vous connaissez bien les deux pays, vous connaissez bien l'Europe. Oui, mais je voudrais revenir sur le fait que là, on est en train de parler, en fait, tout ça, c'est quoi? C'est décarboner. Alors, on peut décarboner, là, on parle beaucoup de carburant, mais on peut décarboner en formant les conducteurs, on peut décarboner avec du véhicule diesel normal, parce qu'on n'a jamais fait des véhicules diesel qui consommaient aussi peu, donc on décarbone puisqu'on consomme moins. Bientôt l'Euro 7, d'ailleurs. Oui, alors oui, on va voir ce que ça donne. Et on peut décarboner aussi en faisant en sorte que les taux de remplissage des camions soient améliorés, etc. Il y a deux grandes conditions, en fait, quand on introduit sur le marché un nouveau carburant. Un, il faut que la décarbonation, l'économie de CO2 nette, c'est-à-dire soit positive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on mette un carburant dont la production va être plus génératrice de CO2 que ne permet sa réduction par son utilisation. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, il ne faut pas l'oublier, il faut que ce soit rentable pour le transporteur. Si on fait des carburants qui sont 4 fois plus chers et que personne ne veut payer, pour le moment, c'est pas quelque chose qu'on peut envisager. On y travaille, on regarde, mais c'est vraiment deux choses qui sont très importantes. Et puis enfin, notamment pour l'électrique, mais c'est vrai aussi pour d'autres énergies, on parle de réseau, on parle de maintenance des véhicules dans les concessions, c'est très important. On parle de la législation, on parle d'aide gouvernementale, on parle des infrastructures de recharge, on parle aussi de l'autoroute. Enfin, il y a énormément d'acteurs autour dans cet écosystème. Tous ces acteurs doivent travailler ensemble pour pouvoir proposer une solution qui soit acceptable. Aujourd'hui, il se trouve que dans certains cas, et assez souvent, finalement, c'est le transporteur qui est la variable d'ajustement. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à passer un prix supplémentaire, en tout cas au départ, parce que, par exemple, pour l'électricité, on sait que dans beaucoup d'applications, à terme, l'utilisation de l'électricité est tout à fait rentable. Mais il faut qu'à un moment, et c'est ce que je disais tout à l'heure avec ce transporteur en Suède, lui a pris un engagement, il a eu un engagement de son chargeur, et à cette condition-là,
avec les aides notamment du gouvernement, ils ont pu mettre en place une exploitation tout à fait rentable d'une part, et puis verte, bien sûr. Alexandre, pour les infrastructures, il faudrait un peu plus d'harmonisation, un peu plus de volonté politique de l'ensemble des pays en Europe, peut-être. Non ? Je vais toujours demander plus de volonté politique, même quand il y en aura partout. Donc je ne sais pas si c'est l'angle que je vais prendre. Je vais plutôt dire, en fait, pour l'instant, ça marche. En fait, on a quand même, je vois par rapport à il y a 1 an, 2 ans, on voit de plus en plus de transporteurs qui nous disent qu'il y a une viabilité économique. Par rapport au diesel, on arrive à s'y retrouver. Après, ça marche très bien pour les gros transporteurs. Et Gilles t'en a parlé, effectivement, il faut qu'il y ait une viabilité économique, il y a une réalité économique. Ils peuvent avoir tout le courage du monde. Il faut que leur entreprise arrive à faire la transition. Les gros y arrivent mieux parce qu'ils ont des capacités d'emprunt et des trésoreries qui leur permettent de le faire. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver des solutions systémiques, c'est-à-dire avec les établissements de financement, avec les constructeurs qui prennent aussi une partie du risque, parfois avec des offres truck as a service, ce genre de choses, et avec les chargeurs qui doivent prendre des engagements et permettre aux transporteurs d'avoir de la visibilité sur 3, 4, 5 ans, savoir que le camion électrique qu'ils vont commander aujourd'hui, qu'ils vont recevoir dans 6 mois, il sera effectivement pleinement utilisé et qu'ils vont pouvoir faire des économies d'échelle. C'est très important. Nous, on a également un rôle qui est important dans l'infrastructure. Il y a un premier rôle de maillage. On a également un deuxième rôle de récupération du risque, de récupération de l'aléa, ce qu'on voit de plus en plus. Ça a démarré dans l'Europe du Nord, on le voit également dans l'Europe du Sud. On a des transporteurs qui viennent nous voir et qui nous disent « Moi, j'ai pas envie de m'embêter à gérer la recharge en dépôt. Recharger, c'est un métier. Hein. Il y a des CAPEX, des coûts d'investissement qui sont importants. Après, il y a un OPEX qui est vraiment pas neutre en termes de management de la chose, en termes d'entretien des chargeurs. Nous, on est également capable de trouver des solutions pour qu'ils fassent uniquement de la recherche chez nous. En plus, ça permet à tout le monde de faire vraiment cette économie d'échelle et de permettre cette transition. Ce qui est important actuellement, c'est de comprendre que les transporteurs ne font pas le choix, à minima, de commencer la réflexion pour la transition, ils se mettent en danger. La transition vers l'électrique est compétitive et va être de plus en plus compétitive face au diesel. On a besoin que les transporteurs comprennent que ce virage-là doit être pris s'ils veulent être viables dans la durée. Mais pour ça, ils doivent être accompagnés. Et effectivement, donc je reviens quand même sur votre point, il faut de la volonté politique pour accompagner. Eric, concernant l'hydrogène, avant les infrastructures, peut-être espérer qu'il y ait un peu plus de camions hydrogène sur les routes, en Europe du Nord comme en Europe du Sud. Oui, enfin, à savoir quand même que l'hydrogène est une technologie qui s'est développée il n'y a pas si longtemps que ça. On ne peut pas non plus attendre des miracles de toute la filière. Moi, j'ai juste un point. Donc, l'hydrogène pour la mobilité lourde, déjà, c'est une technologie qui accélère en fait les résultats de zéro émission. Pour la mobilité lourde, c'est une énergie supplémentaire. En fait, s'accorde sur des cas d'usage qui sont différents. Donc nous, ce que l'hydrogène offre, ce sont des cas d'usage de longue distance, donc pour la mobilité lourde, une utilisation très fréquente. Et pour ça, l'hydrogène aujourd'hui se met en route. Alors elle se met en route comment ? Il y a quand même 150 stations, 150 camions Hyundai aujourd'hui sur le marché de l'hydrogène. Donc camions de série, hein, on n'est pas en train de parler de prototypes, donc ces camions sont déjà sur le marché, une centaine en Allemagne, une cinquantaine en Suisse. On parle de quand même à peu près 300 stations de ravitaillement hydrogène dans toute l'Europe. Et donc c'est un écosystème qui se met en place. Et pour que cet écosystème se mette en place, oui, clairement, on a besoin de camions, on a besoin de transporteurs. Aujourd'hui, quand on parle à des transporteurs, ce sont des entrepreneurs qui disent « Moi, je suis d'accord pour perdre un petit peu d'argent sur un camion, faire un projet pilote et pour montrer que ça marche. Par contre, je ne suis pas prêt à perdre de l'argent sur 100 camions. » Et donc, clairement, il y a une équation qui doit se faire avec un accompagnement initial des gouvernements pour pouvoir subventionner cet essor. C'est un essor qui est quand même en route et nous sommes très, très optimistes sur la suite du déploiement de cette infrastructure. Gilles ? Ce que tu disais, Eric, je vais dire une chose qui peut paraître paradoxale, mais les accompagnements, les aides gouvernementales, en fait, on est contre. Et on en a besoin.
Parce qu'en fait, il faut que la technologie, à terme, elle puisse voler de ses propres ailes. Si on est avec une technologie qui systématiquement doit être subventionnée, on sait que les subventions, un jour ou l'autre, s'arrêtent. On a besoin, on est dans vraiment une phase de démarrage. Alors on peut dire, voilà, il n'y a pas assez de stations, les véhicules sont chers. On est vraiment dans une période de transition. Mais cette période de transition va aboutir à ce que disait Alexandre tout à l'heure, et c'est déjà le cas dans certains nombres d'applications, c'est une solution, et notamment l'électrique, une solution qui est rentable et qui permet de décarboner. On est peut-être plus dans une transition économique qu'énergétique. Les deux, en fait. Il faut concilier les deux. Merci en tout cas de votre participation. Merci à vous tous. On peut les applaudir. Et puis je vous retrouve dans un instant pour une conférence sur l'intelligence artificielle. Merci.